Alors, rebonjour, Sylvaine, on ne vous présente plus, présidente de l'Ordre. Benoît Houliac, vous êtes donc sous-directeur observation de la santé et de l'assurance maladie à la DRES, direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques. Léona Denis, vous êtes présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Et donc, nous allons aborder la double question de démographie infirmière et attractivité du métier et voir combien ces deux notions sont évidemment liées à l'heure où effectivement les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais les projections aussi sont quand même relativement importantes dans les discussions. La première question de ce débat, elle est pour vous, Benoît Houliac. Alors, il semble qu'il y ait une grande nécessité d'anticipation dès aujourd'hui des besoins infirmiers pour l'avenir, pour renforcer l'accès aux soins. C'est d'ailleurs une problématique mondiale, bien au-delà de la France et de l'Europe. D'ailleurs, le CII, le Conseil international infirmier, affirme qu'il faudrait d'ici 2030, c'est-à-dire demain, 30,6 millions d'infirmiers dans le monde pour une meilleure santé mondiale. Des chiffres qui donnent un peu le tournis. Et de votre côté, vous faites des projections pour 2050, je crois, vous allez nous en parler. Alors qu'aujourd'hui, les dernières statistiques de l'Ordre nous donnent, alors peut-être ça c'était au 1er mars, ça a peut-être un peu évolué. Au 1er mars, on était à 565 553 infirmiers inscrits au tableau. Donc, entre les deux, il y a sans doute un petit gap, n'est-ce pas? Puisqu'il semblerait qu'il y ait encore quelques contrevenants à l'inscription. Donc, Benoît, expliquez-nous un petit peu comment ces projections se font. Alors, pour commencer, peut-être d'abord, qu'est-ce que nous on mesure quand on compte des infirmiers, des infirmières dans nos statistiques, hein. Alors, on se base sur deux sources. La première qui est les infirmiers inscrits à l'Ordre et qui exercent en activité, c'est-à-dire qui facturent des soins à l'assurance maladie, ce qui permet vraiment de vérifier qu'ils ont été en activité au cours de l'année. Et on est sur les mêmes ordres de grandeur que l'Ordre, autour de 100 000 infirmières et infirmiers libéraux en France. En revanche, pour les infirmiers salariés, que ce soit à l'hôpital public, privé, en établissement médico-social ou dans d'autres structures, médecine scolaire, enfin santé scolaire, etc. Là, on utilise ce qu'on appelle les données sociales, c'est-à-dire les déclarations de cotisation sociale des employeurs qui réalisent tous les mois auprès des URSSAF. Et on peut identifier dans ces déclarations les personnes qui occupent un métier d'infirmier ou d'infirmière. Et c'est comme ça que l'on peut compléter et avoir l'image d'ensemble des personnes qui exercent la profession d'infirmier à date en France. Et donc, d'après les déclarations des employeurs, il y a de l'ordre de 500 000 infirmiers, infirmières salariés en France aujourd'hui. Donc, un total de 600 000 infirmiers, infirmières en activité, avec des différences potentiellement par rapport à ce qui est mesuré sur le nombre de professionnels inscrits à l'Ordre. D'une part, la question de est-ce que tous les infirmiers, notamment salariés, sont inscrits à l'Ordre? La réponse est malheureusement non. Et puis par ailleurs, nous on croise cette information avec le fait d'être en activité. Il peut y avoir des infirmiers inscrits à l'Ordre mais qui ne sont pas en activité et nous on vérifie qu'ils sont en activité, soit parce qu'ils ont parce qu'ils facturent des soins à l'assurance maladie, soit parce qu'ils touchent effectivement un salaire en tant qu'infirmier, infirmière dans un établissement. Donc voilà comment nous on arrive à nos estimations d'infirmiers en activité en France. Donc comme je l'ai dit, autour de 600 000 personnes. Nos chiffres ne sont pas tout à fait à jour parce que la dernière estimation qu'on a pu réaliser sur les salariés date de 2021. Voilà, parce qu'en fait, avec un changement de déclaration des données sociales du côté des employeurs, on a un peu de mal à reconstituer ce que l'on calculait avant, mais on progresse, on va bientôt aboutir. Donc voilà, donc l'estimation de 500 000, elle date de 2021. Maintenant, on sait que la démographie non plus n'est pas très dynamique dans un sens comme dans l'autre, donc ça n'a pas dû beaucoup évoluer depuis. Et côté libéral, on a les données les plus récentes de l'assurance maladie qui datent de 2023. Voilà, mais grosso modo, on peut garder comme ordre de grandeur de 600 000 infirmiers en activité en France aujourd'hui. À partir de ça, on construit des scénarios de projection, donc je vous ai dit. Alors les projections, c'est pas des prévisions, c'est pas une boule de cristal. Ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, en 2050, personnellement, j'en sais rien et je pense que personne n'en sait rien.
Par contre, ce que l'on peut essayer de faire, c'est de dire voilà qu'est-ce qu'on observe comme population, quelle est la pyramide des âges, quel est le nombre d'infirmiers, d'infirmières en formation ou qui seront formés dans les prochaines années, quels sont les comportements de départ d'infirmiers qui arrêtent, qui cessent en activité, qui partent à la retraite, à quel âge, et on prolonge toutes ces tendances pour arriver à nos projections. Comme vous l'avez dit, à un horizon de 2050, on va jusqu'à une trentaine d'années, et on estime que si on suit les tendances actuelles, ce qui fait beaucoup de si, tous les si que j'ai dit tout à l'heure, on arriverait à environ 820 000 infirmiers, infirmières en activité à cet horizon-là. Donc 820 000, c'est beaucoup, c'est quand même plus de 35% de hausse par rapport à aujourd'hui, mais on estime aussi que ce sera insuffisant pour couvrir les besoins de santé de la population. La population française, elle croît plus trop, on commence à être plutôt sur un plateau. Par contre, elle vieillit. On est vraiment à l'orée l'arrivée aux âges avancés des générations du baby-boom, notamment à partir de 75 ans. C'est à partir de 75 ans que la consommation de soins infirmiers augmente très fortement en libéral. Et donc, cet effet de vieillissement va conduire à croître, à comportement inchangé là aussi, les besoins de soins infirmiers libéraux en France de 50% à l'horizon de 2050. Donc on fait le calcul, des infirmiers, une population infirmière qui augmente de 37%, des besoins qui augmentent de 50%. Si on suit sur cette trajectoire, on aura un déficit d'offres de soins à cet horizon-là, donc pas assez d'infirmiers pour répondre aux besoins. D'accord. Et donc, peut-être Sylvaine, vous pouvez aussi répondre sur cette question, sur la question de la démographie dans les territoires. On sait que c'est assez hétérogène finalement, avec des zones qui sont très dotées, d'autres moins. Comment aussi on peut arriver à donner envie d'aller s'installer dans des régions qui sont peut-être un peu moins attractives que la Côte d'Azur ou la Provence, etc. Pour justement donner un petit peu plus de possibilités aux Français de pouvoir accéder à des soins avec des infirmiers, comme on sait, de premier recours en tous les cas, pour pouvoir donner les soins dont ils ont besoin. Alors, la situation actuelle, elle est encore relativement favorable. Les infirmiers et les infirmières sont installés là où il y a des besoins de soins, puisque lorsqu'on met en parallèle la cartographie de la présence des infirmières avec leur incidence entre guillemets sur les territoires et celle par exemple des personnes âgées de plus de 75 ans, on a des cartes qui sont similaires. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas encore de véritable désert infirmier, notamment dans des lieux où il y a des populations plus fragilisées et plus vulnérables. Ce que l'on remarque, il y a deux choses importantes qui ressortent de la dernière analyse qu'on vient de faire. C'est premièrement, il y a des zones pour lesquelles il y a un taux d'infirmiers de plus de 65 ans particulièrement important et qui a augmenté de façon significative sur les 5 dernières années. Donc l'inquiétude, c'est pour le départ à la retraite de toute cette cohorte de professionnels. Sur certaines régions, c'est plus de 10% d'infirmiers qui sont de plus de 65 ans encore en activité. Donc ça, c'est des régions, par exemple, comme la Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie ou encore dans les Pays de Loire. Ensuite, on remarque des problématiques de démographie infirmière. On pourrait la calquer avec les cartographies sur le loyer, sur le prix des loyers. Quand une zone est particulièrement défavorisée au point de vue du montant des loyers, eh ben on retrouve une fuite des infirmières parce qu'elles ne peuvent pas s'installer de façon correcte sur ces zones-là. Et c'est le cas, par exemple, des côtes, des zones côtières ou des zones frontalières où on a là une vraie pénurie. Enfin, on peut avoir un déficit en professionnels de santé lié à ces facteurs-là. Donc, il y a multiples facteurs qui expliquent la présence ou non d'infirmières. Et on a commencé à étudier comment se comportent les jeunes diplômés après leur diplomation. On a remarqué que dans l'ensemble, ils restent à proximité de leur lieu de formation.
Donc il est très très important de maintenir sur l'ensemble des territoires des réseaux d'instituts de formation au plus près en fait des territoires, parce que ça a un véritable impact ensuite sur l'installation professionnelle. C'est une installation salariée dans un premier temps, parce qu'il faut d'abord faire de l'expérience avant de pouvoir s'installer en libéral. Mais en tout cas, on voit bien qu'ils restent plutôt sur le territoire dans lequel ils ont été formés et où ils ont été en stage notamment. Donc ce réseau des IFSI, il est particulièrement important pour continuer à préserver le maillage territorial. Et justement, sur le maillage territorial, près des zones frontalières, par exemple près de la Suisse ou du Luxembourg, où les conditions de travail et de salaire sont bien plus importantes, est-ce que vous avez une idée du nombre de fuites de professionnels? Est-ce qu'ils sont inscrits ils doivent être inscrits à l'ordre, ceux-là, même s'ils vont travailler en Suisse ou en Belgique? Ils sont inscrits à l'ordre au moment où ils décident de partir, puisque notamment pour pouvoir aller travailler dans les pays frontaliers, ils vont demander ce qu'on appelle une attestation de moralité, un good standing. Et donc, ce sont nos ordres départementaux qui rédigent ces attestations au vu du passé disciplinaire de ces professionnels. Donc oui, ma collègue qui est présidente des Deux-Savoie, elle rédige entre 40 et 50 attestations par mois. Donc pour elle, c'est un flux continu de fuite. C'est bien pour cette raison que cette zone frontalière, elle est particulièrement sensible en termes de démographie. Et c'est là où on trouve les plus grandes difficultés de recrutement, notamment pour les établissements. D'accord. Alors si on dit qu'il manque du personnel infirmier, ça veut dire que peut-être la solution, ce serait d'augmenter les effectifs. Et qui dit augmenter les effectifs, c'est aussi augmenter les quotas d'entrée en formation initiale. Mais, Liona, vous allez nous en parler. Former plus, non. À mon avis, c'est plutôt former mieux, d'autant que on sait très bien les nombreux abandons que la formation initiale connaît, que ce soit en première année, deuxième année et même à l'issue de la diplomation, ou avant même la diplomation d'ailleurs, puisque les effectifs diplômés sont bien moindres que les effectifs de première année. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu aussi une étude de l'adresse, vous pouvez nous en parler, sur les étudiantes en formation qui sont 3 fois plus nombreuses à abandonner en première année sur 10 années. Peut-être, Benoît, vous pourrez nous en parler après que Liona nous ait un petit peu raconté qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que vous avez lancé récemment, et d'ailleurs vous allez nous parler des résultats puisqu'ils sont sortis aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, une enquête sur le bien-être des professionnels en formation qui va peut-être donner quelques réponses. En tous les cas, ceci expliquerait cela, sur pourquoi finalement tant de désamour sur une formation qui est par ailleurs très en amour sur Parcoursup. Il y a eu une augmentation massive des quotas depuis 2020 en lien avec le Ségur de la santé. Nous, on a identifié trois éléments qu'il faut mettre en corrélation avec cette augmentation des quotas. Le premier élément, c'est les capacités d'accueil en stage. Donc, par cela, on entend que l'offre de stage doit être capable d'accueillir ces flux, cette augmentation constante du nombre d'étudiants en formation. Pour prendre des exemples très concrets, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a des territoires où les étudiants doivent trouver eux-mêmes leur propre terrain de stage. Mais je ne parle pas uniquement du dernier stage, comme c'est souvent le cas, là, de tous les stages de leur formation. On a des territoires où les étudiants sont de plus en plus réguliers, passent des stages entiers, peuvent passer 10 semaines de stage dans des terrains où il n'y a pas d'infirmiers. On en vient à des mesures telles que celle-ci, tellement l'offre de stage est manquante par rapport à cette augmentation des quotas. Pour donner aussi un exemple qui marquera aussi un petit peu, on a eu récemment vent que dans un territoire, par manque de terrain de stage, il a été recommandé aux étudiants de chercher un stage en clinique vétérinaire ou en cabinet de kinésithérapie. Donc on en est à une réelle tension sur l'offre de stage actuellement sur la formation. Et c'est pas qu'on ne veut pas augmenter les quotas, c'est juste que le système ne peut pas les accueillir. Et aujourd'hui, effectivement, donc on a sorti les résultats de notre dernière enquête sur le bien-être des étudiants infirmiers, en ayant en tête justement les problématiques liées à l'augmentation des quotas. On les a questionnés, on leur a demandé quel était le pourcentage d'étudiants qui n'avaient pas de tuteur.
ils sont 7,5% des étudiants à déclarer qu'ils n'avaient pas de tuteur lors de leur dernier stage. Ça devrait être 0. On doit être encadré lors des stages. C'est pas envisageable de faire des stages et de ne même pas avoir de tuteur sur son terrain de stage. On a également questionné le nombre d'étudiants en formation dans le service. Ils sont 39% à avoir déclaré avoir déjà été en stage avec plusieurs étudiants. Et donc, ce que ça crée réellement sur les terrains de stage, c'est qu'on va avoir, par exemple, 4-5 étudiants sur un même service, avec parfois une infirmière pour 2 étudiants. Et sauf que les professionnels de santé dans le système actuel sont déjà surchargés dans leur travail. Ils n'ont pas de temps dédié à l'encadrement. Il existe quelques initiatives dans certains établissements qui ne sont pas du tout généralisées encore, mais il n'y a pas de temps dédié pour les professionnels pour encadrer les étudiants. Il n'y a pas de rémunération, de reconnaissance de ce tutorat qui est mis en place par les professionnels de santé. Donc ça, c'est la première limite face à l'augmentation des quotas, c'est l'offre de stage qui, factuellement, aujourd'hui sur les territoires, ne peut pas accueillir le nombre d'étudiants qui augmente. Le deuxième élément qu'on observe, c'est une problématique en termes de bâti. Parce que qui dit augmentation des quotas, dit augmentation de la taille des promotions. Ça veut dire qu'avant on était par exemple 150 dans une promotion, demain on est 200. Mais les bâtis dans lesquels sont installés les instituts de formation, ils n'ont pas des capacités qui augmentent pourtant. Les bâtis, aujourd'hui, si on a un amphithéâtre qui accueille 170 étudiants et que demain il y en a 200 en première année, comment on fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants sont assis par terre dans les amphithéâtres. Les étudiants dans certains territoires sont dehors dans des algécos, dehors dans des préfabriqués. En distanciel, on a même des campus qui se développent en 100% digital, c'est-à-dire que tout est en distanciel. Il n'y a même pas une salle sur le campus de l'institut de formation pour accueillir les étudiants. Et après, il faut quand même se questionner sur la formation qu'on va avoir. Quels professionnels de santé on forme? Et la troisième limite, qu'on identifie, c'est par rapport aux équipes pédagogiques. Parce que qui dit augmentation des quotas dit davantage de formateurs. Parce que la richesse de notre formation, c'est qu'aujourd'hui, on a un référent de suivi pédagogique, donc quelqu'un qui nous suit au cours de notre parcours. Mais si on augmente les quotas en formation, il faut augmenter les formateurs. Il faut augmenter le nombre, les équipes pédagogiques, le nombre de formateurs dans la formation. Mais la difficulté, c'est que c'est pas forcément le cas. En tout cas, il faut des moyens pour augmenter la taille des équipes pédagogiques. Et il faut aussi que les équipes puissent se diviser des promotions toujours plus grandes pour faire des TD, non pas avec 150 étudiants pour faire un travail dirigé, mais plutôt des groupes de 20 étudiants pour les travaux pratiques, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et les instituts de formation viennent à mettre en place des mesures à cause de capacités organisationnelles, sont contraints de faire des mesures qui ne sont pas au bénéfice des étudiants, qui ne sont pas des mesures avec des objectifs pédagogiques, à cause de cette augmentation des quotas qui commence à réellement peser sur les étudiants. Alors justement, Benoît, je parlais tout à l'heure de cette étude que vous aviez publiée avec ce changement qui intéressait les jeunes infirmières en formation et qui étaient plus exposées à quitter la formation. Vous aviez identifié des facteurs, c'était déjà un petit peu ça qui ressortait? Alors, je vais revenir un peu en arrière. Nous, du côté de l'adresse, on a une vision un peu plus nuancée sur la répartition territoriale des infirmiers. Alors, effectivement, quand on regarde les infirmiers salariés, leur répartition territoriale, c'est celle des établissements. Donc ça relève pas de choix individuels, mais plutôt de la régulation opérée par les agences régionales de santé sur les autorisations, l'installation d'établissements. Sur les infirmiers libéraux, quand même, on constate des inégalités assez marquées sur le territoire. Nous, on les mesure via ce qu'on appelle un indicateur d'accessibilité potentielle localisée, où sur un territoire donné, on regarde d'une part quelle est l'activité des infirmiers installés sur ce territoire, et que l'on met en vis-à-vis de la population, mais ce qu'on appelle une population standardisée, pour tenir compte de l'âge de cette population. Ce que l'on constate quand même, c'est que entre les territoires au niveau de la commune ou du territoire de vie santé qui sont les mieux dotés et les territoires qui sont les moins bien dotés, on a quand même un ratio de 1 à 6. Alors que, par exemple, ce ratio est de 1 à 4 pour les médecins généralistes. Donc voilà, après, encore une fois, il y a des infirmiers libéraux installés partout sur le territoire, mais on a quand même des écarts assez marqués. Alors des écarts qui se réduisent dans le temps. Il y a 10 ans, on était plutôt à un ratio de 1 à 7, mais vous voyez que ça se réduit quand même très lentement. Voilà. Pour réagir sur ce point,
On a probablement effectivement des gradients qui se sont modifiés, mais on a quand même une problématique, c'est que les installations des infirmiers sont régulées avec un système de zonage et qu'on a un zonage qui était censé réglementairement être remis à jour depuis 2 ans et qui n'a pas été remis à jour depuis 2020, avant le Covid. Et vous savez comme moi, il y a quand même eu des évolutions populationnelles significatives entre 2020 et 2025. Et donc, on a des zones qui sont censées être surdotées, où on a des difficultés d'accès aux soins parce qu'il n'y a plus de possibilité d'installation, et des zones sous-dotées qui peut-être maintenant ne le sont plus tout à fait et pour lesquelles on pourrait mieux répartir l'ensemble des professionnels. Et ça, et le zonage en plus c'est quelque chose qui est assez en lien avec les bassins de vie. Donc c'est quand même, c'est pas un département entier, hein, c'est vraiment par bassin de vie. Donc je crois je suis assez d'accord avec vous. Il y a une variabilité selon les zones géographiques, mais aussi on a un facteur qui ne permet pas la régulation naturelle, c'est quand même les freins du zonage et le fait que ce zonage n'ait pas été revu depuis plus de 5 ans. Oui. Il y a un zonage qui sont construits d'ailleurs à partir des indicateurs d'accessibilité potentielle de qualité que l'on calcule. Voilà. Oui. Et alors sur les formations, donc, comme vous l'avez dit, nous on enquête les écoles de formation, les IFSI tous les ans à l'adresse pour savoir le nombre d'étudiants, le parcours de ces étudiants, les abandons, etc. Depuis une vingtaine d'années, depuis plus de 20 ans, on fait cette enquête, donc on peut suivre effectivement l'évolution, notamment des abandons, etc. Et c'est vrai que ce que l'on a constaté, c'est depuis 2018. Depuis 2018, une très forte hausse du taux d'abandon des étudiants en IFSI, que ce soit en première année, enfin surtout en première année, mais également au cours des deuxième, troisième années. Donc vous l'avez dit, c'est le titre même d'une autre publication, parce que le résultat était tellement fort qu'on en a fait un titre dessus. C'est un taux d'abandon en première année qui a été multiplié par 3 par rapport au début des années 2010. Et quand on regarde sur l'ensemble de la formation, c'est-à-dire quand on regarde le rapport entre le nombre d'étudiants entrants, les quotas en fait, et puis le nombre de diplômés 3 ans plus tard, on a un taux de perte de 20%. Ce qui est vraiment considérable. Et s'il y a vraiment un levier sur lequel jouer, je pense que c'est plus celui-là, plutôt que de relever encore les quotas qui obligeraient à pousser les murs, augmenter les formateurs. Si c'est pour former des gens qu'on n'arrive pas à retenir au cours des études, c'est un peu arroser du sable, quoi. Donc il y a vraiment un travail, je pense, qualitatif à faire sur les formations pour donner envie, permettre, parce que c'est pas une question d'envie, il y en a aussi qui subissent des facteurs personnels ou autres qui les obligent à abandonner, mais en tout cas permettre aux étudiants qui s'engagent dans ces études d'aller jusqu'au bout et bien sûr, une fois diplômés, de travailler et de faire ce métier. Ouais. Alors, mais justement, parce que là, on est en plein dans le propos de l'attractivité du métier. On voit bien que cette attractivité, elle commence dès l'entrée en formation, avec les projections qu'on imagine. Et d'ailleurs, qu'est-ce que, par exemple, un jeune diplômé se dit quand il débarque dans un service de soins, son premier emploi? Est-ce qu'il se sent sécure? Est-ce qu'il se sent, alors vous l'avez dit, parce que la dernière enquête le met en perspective, est-ce qu'il se sent accompagné? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Parce que je crois que cette question de la sécurité, elle est très importante. Un jeune infirmier qui ne travaille pas en sécurité, c'est l'enfer. Et puis ça a des prolongements sur sa santé mentale, parce qu'il va être anxieux, il peut prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques, etc., voire pire. Donc c'est une question importante. Quel accueil des établissements en santé une fois cette diplomation faite, avec aujourd'hui, et ça Sylvaine nous en parlerait, quand même aussi une problématique de dégradation de conditions de travail. Alors on parlera aussi des quotas infirmiers, qui peut-être, ça peut peut-être donner quelques perspectives. Donc peut-être sur cette question de comment un jeune diplômé se sent quand il arrive en soins. Il est quand même important de noter que les étudiants, au final, en tout cas maintenant, sont réellement traumatisés par ce qui se passe en stage. On a une phrase qu'on entend beaucoup avant même d'être étudiant. On nous dit qu'il y a forcément un stage qui va mal se passer. C'est une idée reçue, finalement, presque. C'est la réalité aujourd'hui aussi. Le problème, c'est que c'est la réalité et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les terrains de stage, c'est ce qui se passe pour les étudiants. Et en fait, il y a une réelle perte de confiance en système de santé, une réelle appréhension.
Et les étudiants, forcément, quand ils vont prendre leur premier emploi, c'est quelque chose qui joue énormément. L'image qu'ils ont eue pendant leur stage. On a une phrase qu'on aime beaucoup dire, nous, en tant qu'étudiants à la FNISI, on dit « un stage qui se passe bien, c'est un étudiant qui revient ». Cette phrase, c'est la réalité aujourd'hui, c'est ce que on évoquait tout à l'heure. Et les étudiants ont tendance à retourner à aller travailler dans les terrains de stage dans lesquels ils ont été, si toutefois le stage s'est bien passé. Oui, mais il me semblait qu'il y avait une possibilité d'évaluation des terrains de stage qui étaient offertes aux étudiants dans les IFSI. Alors malheureusement, c'est loin d'être généralisé. En tout cas, certains établissements de formation le mettent à titre personnel en place. Mais nous, c'est quelque chose qu'on demande. C'est une de nos demandes d'avoir une plateforme nationale d'évaluation systématique des lieux de stage qui permettrait réellement de questionner la qualité de l'accueil, de l'accompagnement des étudiants au cours des stages, de permettre aux équipes d'améliorer leurs pratiques professionnelles, de prendre aussi conscience de ce qui se passe, en tout cas du point de vue des étudiants qu'ils accueillent au quotidien, et de réellement mettre l'étudiant à sa place dans le système de santé. Parce que si l'étudiant, dès sa formation, ne se sent pas à sa place dans le système de santé, comment l'intégration professionnelle peut être douce et agréable? Forcément que ça joue. Et aujourd'hui, il faut que ces stages soient évalués de façon complètement objective et qu'on puisse avoir un réel retour des étudiants, qu'ils puissent avoir la parole. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants ont peur de dénoncer, ont peur de dire les choses, parce que derrière, il y a toujours la menace de valider son stage. C'est quelque chose dont les étudiants sont très inquiets. Ils pensent beaucoup au fait de valider leur stage, valider leur année, avoir leur diplôme. Et donc, il y a réellement cet enjeu. Il faut pouvoir donner cette possibilité aux étudiants d'évaluer systématiquement ces terrains de stage, ce qui pourra qu'agir sur l'amélioration des conditions de stage et forcément améliorer sur l'image qu'ils vont avoir du système de santé. Et on parlait des territoires délocalisés, c'est également un enjeu. Alors, on ne pourra pas mettre un IFSI dans chaque ville. Ce ne serait pas non plus une bonne chose en termes d'accès universitaire. Par contre, il y a un réel enjeu sur l'accueil en stage dans ces territoires délocalisés. Parce que si demain, un étudiant infirmier va en stage dans une CPTS, une maison de santé, dans un territoire délocalisé ou dans un cabinet libéral, que l'étudiant a accès à un logement et qu'il n'est pas obligé de faire 1h30 le matin et le soir pour faire les trajets, se mettre en danger sur la route, à faire des horaires en coupé, parce que c'est ça beaucoup dans le libéral, et à devoir rentrer chez lui au milieu ou n'avoir nulle part pour travailler entre la tournée du matin et la tournée de l'après-midi, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais les étudiants auraient envie de revenir. C'est aujourd'hui la clé de sécuriser les stages, d'améliorer l'accompagnement en stage. C'est comme ça que les étudiants reviennent sur les terrains de stage dans lesquels ils ont été. Benoît, cette question de l'évaluation des terrains de stage, elle vous paraît logique, facile? Alors, elle me paraît logique, mais là, je sors complètement de mon domaine de compétences, donc j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Par contre, là où je peux dire quelque chose, c'est effectivement sur l'importance de la localisation des formations sur le territoire. Hein. Comme vous l'avez dit, pas nécessairement dans toutes les villes, mais ça, c'est quelque chose que l'on observe, mais pas que pour les étudiants infirmiers, hein. Pour tous les étudiants, les jeunes s'installent quand même majoritairement dans la vie active, ou au moins au début de leur vie active, à proximité de là où ils ont fait leurs études. Donc, effectivement, si on veut assurer une représentation sur tous les territoires, maintenir un réseau d'écoles de formation sur tout le territoire tel qu'il est aujourd'hui, c'est évidemment essentiel. Et peut-être aussi, un autre point, vous avez parlé des difficultés, des conditions de travail difficiles. Oui, la profession d'infirmier. Alors nous, on la mesure à l'hôpital, hein, dans des enquêtes sur les conditions de travail et les risques psychosociaux des salariés. La profession d'infirmier est une profession difficile. Voilà, ça ressort de toutes les enquêtes, que ce soit sur les rythmes de travail, hein, travail de nuit, travail décalé, que ce soit sur les conditions de travail, des contraintes physiques, des exigences émotionnelles, la confrontation aussi à des choses très dures, de plus en plus aussi avec la violence des usagers. Voilà, qui eux-mêmes, quand ils sont à l'hôpital, c'est qu'ils sont eux-mêmes confrontés à des problèmes. Donc voilà, mais tout ça fait que oui, c'est quelque chose qui ressort de nos enquêtes très clairement. C'est une profession difficile. Ces difficultés, ces de conditions de travail, elles ont un impact sur la santé mentale aussi. Hein. On a une santé mentale plus dégradée pour les infirmiers, comme pour les autres professionnels de santé à l'hôpital. Et on peut relier ça, évidemment, c'est pas parce qu'ils ont un terreau plus favorable à la dépression ou à l'anxiété,
c'est parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Oui. Alors justement, Sylvaine, par rapport à ça, bon, les conditions de travail dégradées, l'épuisement professionnel, le burn-out dans certains cas, la désaffection des services, etc., tout ça, c'est une réalité, vous venez de le rappeler. Et alors, cette loi qui a été votée en décembre dernier sur les rations infirmiers, alors elle peut paraître anecdotique, mais pas tant que ça finalement. Est-ce qu'elle peut aussi être un facteur positif pour une certaine attractivité, puisque pour l'instant les ratios ils étaient observés dans des services, la réanimation par exemple, les grands brûlés ou les prématurés, mais cette généralisation à tous les services, qu'est-ce que vous pensez en termes de projection positive? La profession d'infirmière, elle est une des rares professions où l'exposome est complet en termes de risques. Et on a des conditions de travail qui se sont nettement dégradées. Alors, avec la crise du Covid et le post-Covid, a fait que la situation est quand même assez difficile, notamment dans les établissements sanitaires. Alors, la question des ratios, elle peut s'aborder, et en tout cas, nous, en tant qu'ordre, on l'a abordée sur deux visions différentes. La première, c'est l'intérêt du patient et la défense de la qualité et la sécurité des soins, qui sont une des compétences de l'ordre des infirmiers. Et toutes les études montrent que les risques de morbimortalité pour les patients varient de façon significative avec le nombre d'infirmiers au lit du patient. Donc il n'y a pas à démontrer, entre guillemets, l'intérêt et même l'intérêt économique, parce que j'entends déjà que nous sommes dans une situation économique qui n'est pas favorable et qu'on ne peut pas avoir plus de professionnels salariés au niveau des établissements. Mais les équilibres financiers, ils sont actuellement en défaveur justement de cette pénurie de professionnels, puisque les patients ont plus de complications, des parcours moins bien coordonnés, des parcours de santé plus difficiles, et donc un coût pour l'assurance maladie qui est majoré par ces défauts d'organisation et d'efficience de notre système de santé. Donc il est indispensable d'inverser les représentations et d'inverser la manière de penser sur ce sujet. Alors on remarque déjà, par exemple moi en tant que directeur des soins, mon service de dialyse qui était normé, j'avais aucun mal à recruter des infirmières pour venir dans ces services, parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir des conditions de travail et notamment de prise en charge auprès des patients sécurisées. Donc, il est indispensable qu'on travaille sur cette notion de ratio parce qu'on sortira du cercle vicieux dans lequel on est actuellement, où les gens ne vont pas travailler dans un service parce que les conditions sont trop mauvaises, mais on va venir dans un cercle vertueux où le personnel acceptera de venir travailler parce qu'il connaît les conditions de travail de ce service et qu'elles sont favorables, et donc il se sentira en sécurité et en capacité de travailler selon ses valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et les établissements qui font cet effort de travailler sur les conditions de travail et sur les conditions d'accueil des professionnels voient assez rapidement leurs effectifs devenir plus favorables. Je voulais rajouter un autre point aussi sur notamment la question de la qualité de vie des étudiants. Je crois qu'il y a aussi un cercle vertueux à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des questions, je dirais, d'accompagnement social des étudiants. Les conditions de travail et les conditions d'accès aux études doivent être améliorées avec des bourses peut-être qui soient renforcées, avec de l'accès au logement qui soit de meilleure qualité et qui permettent, et au transport, et qui permettent aux étudiants de mieux vivre leur période de formation. Le deuxième point qui me paraît indispensable sur la qualité de l'encadrement, c'est, moi je suis assez favorable à une évolution du statut des formateurs avec une bi-appartenance, c'est-à-dire à la fois être présent sur le plan pédagogique au sein des IFSI, mais aussi d'être éventuellement encore en activité clinique à l'hôpital pour encadrer les professionnels et être rattaché à un service et être là pour effectivement faire du tutorat et accueillir les étudiants sur les stages. Et puis le dernier point qui me paraît également important, c'est que si l'hôpital va mieux, à ce moment-là,
les étudiants seront mieux accueillis et dans de meilleures conditions. Et la valorisation notamment du travail de tutorat que font certains infirmiers sur les lieux de stage est aussi un élément extrêmement important. Je suppose que vous êtes d'accord, Liona. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur ce sujet d'un meilleur accueil avec effectivement des infirmiers dans les services qui sont un petit peu plus libres, je dirais, de peut-être avoir un regard pédagogique envers les étudiants parce que justement, ils ont moins de soins à donner d'emblée à une multitude de patients. C'est essentiel. C'est essentiel de libérer du temps aux soignants pour permettre d'accompagner les étudiants. Parce que nous, en tant qu'étudiants, on voit la surcharge des infirmiers. C'est difficile de trouver sa place par rapport à ça. Parce qu'entre un patient et un étudiant, c'est normal de prendre le temps pour le patient. Et donc, en tant qu'étudiant, on va avoir tendance à trop rien dire par rapport à ça. Mais pourtant, c'est quelque chose qui nous pèse énormément et c'est quelque chose qui réellement impacte la formation et impacte les conditions de stage. Parce qu'aujourd'hui, dans notre parcours, si il est prévu qu'il y ait des tuteurs, il y a une raison. Les tuteurs, ils ont un rôle non pas uniquement d'encadrement tous les jours, mais réellement de suivi de l'acquisition des compétences par les étudiants. Il y a des bilans qui doivent être réalisés, un bilan de mi-stage, c'est obligatoire, un bilan final de stage en présence de l'étudiant, c'est obligatoire. C'est pas le cas toujours. Il y a des terrains où les étudiants ne font pas de bilan de mi-stage, se retrouvent en difficulté pour le bilan final d'ailleurs. Et donc, ce bilan, ça ne peut pas être 5 minutes à cocher des cases et à rendre un document à l'étudiant. Ça doit être un réel moment de prendre le temps avec l'étudiant, de dire voilà, on va regarder compétence par compétence, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il reste à acquérir, comment on fait pour les acquérir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles recherches on peut faire, quelle situation apprenante on peut mettre en place pour cela. Et ça doit absolument pouvoir exister. Mais aujourd'hui, nous, on le voit, les soignants, certains, on va dire les plus courageux, reviennent sur leur jour de repos pour faire ce temps-là avec les étudiants. Certains restent même des heures le soir, certains viennent plus tôt le matin, mais c'est des conditions qui ne sont pas vivables pour les soignants. Ça ne pourra pas, sur la longue, au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Il faut que le temps soit dédié parce que plus on le fait, plus certains s'épuisent, alors d'autres viennent les remplacer, mais au final, on n'augmente pas le nombre de tuteurs qui sont prêts et ont envie d'accueillir les étudiants parce qu'il faut aussi que les tuteurs en aient l'envie. C'est essentiel. Et je rejoins ce qui a été dit sur les conditions de formation, parce qu'on a évoqué le maillage territorial. Alors c'est important, mais il faut aussi penser aux conditions qu'on apporte. Maintenant, depuis 2023, il y a une loi qui oblige le fait que tous les étudiants doivent avoir accès à la restauration, c'est-à-dire accès au repas à 1 € ou 3,30 € sur un territoire délocalisé, dans une ville éloignée des campus universitaires. Ce n'est pas possible. Ou il faut mettre en place des coûts supplémentaires pour le permettre. Mais aujourd'hui, si demain on décide d'ouvrir un établissement de formation, avant de l'ouvrir, il faut savoir où les étudiants vont aller en stage, où est-ce qu'ils vont se restaurer au tarif étudiant, comment ils auront accès à la santé étudiante, au service universitaire des activités physiques et sportives, et à tous les droits qu'on doit avoir en tant qu'étudiant infirmier, parce qu'on fait partie de l'université, même si on le sait, les étudiants ne le savent pas tous. Pourtant, c'est quelque chose qui joue. Et c'est quelque chose qui joue sur leurs conditions également de formation, parce que se sentir appartenir à l'université et au système de santé, c'est la clé pour les étudiants. Et bien évidemment, on s'entend sur les bourses qui ne sont pas à la hauteur des besoins des étudiants, tout comme les indemnités qui sont à 1 €, entre 1 € et 2 € en formation socle de l'heure. Contre les 0, il n'y a aucune indemnité pour les étudiants en formation de second cycle. Donc c'est un réel besoin de revaloriser les aides à destination des étudiants. C'était effectivement la question qui suivait derrière sur l'attractivité du métier. Qui trouvera-t-elle aussi sa place sur les bancs de l'université? Ou est-ce que finalement ce processus d'universitarisation des IFSI, est-ce qu'il est finalisé? Est-ce qu'il est toujours en action, en marche? Est-ce qu'il est homogène? Comment se déploient les départements universitaires en sciences infirmières qui démarrent aussi? Tout ça, ça peut changer la donne aussi en matière de projection pour les jeunes diplômés, pour les jeunes infirmiers. L'universitarisation de la formation, alors elle a techniquement commencé depuis 2009 avec la réforme du référentiel de 2009, mais elle n'est pas aboutie. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de lacunes sur l'universitarisation. Aujourd'hui, elle est très disparate sur le territoire.
On a certaines universités qui ont mis en place des expérimentations visant à faire des expérimentations d'intégration universitaire des formations, notamment de la formation infirmière. Toutes ne se sont pas déroulées dans les meilleures conditions, mais c'est déjà un premier essai et une première tentative de faire du lien entre les établissements de formation et les universités. Parce qu'aujourd'hui, le modèle qui doit être créé pour notre formation, c'est un modèle qui n'existe pas. On ne peut pas calquer ce que l'on veut faire en termes d'universalisation de la formation avec quelque chose qui existe déjà, car le maillage territorial de notre formation, il est tel qu'il n'existe dans aucune autre formation qui vise à s'universaliser de la sorte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on universitarise, mais actuellement, le système ne permet pas d'enlever le maillage territorial, donc il faut qu'on puisse permettre qu'un étudiant qui soit à l'université de Rennes ait les mêmes avantages et les mêmes accès, en tout cas que l'étudiant qui est à Dinan ait les mêmes accès et ait la possibilité, tout autant que l'étudiant de Rennes, d'avoir accès à tous les services de la vie universitaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre droit en tant qu'étudiant et ça doit faire partie des choses qui sont prises en compte. D'accord. Et alors, de ce point de vue-là, je suppose que vous avez un combat avec les tutelles et notamment le MESRI, pour que cette question-là soit continue à être traitée de façon homogène, parce que c'est aussi l'égalité des droits des étudiants, bien sûr. Qu'est-ce que ça va changer aussi, cette création du Collège français des enseignants-chercheurs universitaires en sciences infirmières, qui sont vraiment issus de la filière et qui, en termes d'enseignement, vont pouvoir peut-être se substituer à des enseignants aujourd'hui qui ne sont pas issus de la filière. Est-ce que ça aussi, ça a un poids? C'est un complément en tous les cas. Et ça, c'est l'avenir, parce que le fait d'avoir des personnes qui sont infirmiers de profession, qui poursuivent leurs études, qui obtiennent des doctorats et qui aujourd'hui on a la première école doctorale qui a ouvert à Paris. C'est énorme, c'est une grande avancée, mais pour la formation, mais surtout pour la profession en tant que telle, parce que c'est une réelle émancipation. En fait, la profession ne peut s'émanciper aussi grâce à la recherche. C'est la recherche qui permet d'émanciper la profession. Ça veut dire que demain, on a des travaux de recherche sur les sciences infirmières, sur le raisonnement clinique infirmier, et c'est aussi ça qui va permettre de développer l'émancipation de notre profession dont on a besoin. Et ces enseignants-chercheurs, ils ont un rôle clé à jouer dans la création des maquettes pédagogiques pour avoir vraiment cet aspect, ce regard d'ingénierie pédagogique, cette vision universitaire. Alors, ça ne pourra pas remplacer les formateurs demain parce que le nombre d'établissements de formation et le nombre d'enseignants-chercheurs en sciences infirmières, on n'en aurait même pas un par établissement de formation. Mais par contre, au sein des universités, avec les départements universitaires en sciences infirmières, ils ont toute leur place de pouvoir participer et permettre de créer des réelles politiques d'encadrement, des réelles politiques de formation sur les territoires auprès des universités, là où les maquettes sont aussi votées par les étudiants dans les conseils universitaires. Alors justement, avec la réingénierie là, qui est en cours, parce que je suppose que, évidemment, que ce soit au niveau de l'ordre ou que ce soit au niveau de la FNESI ou du MESRI ou du ministère de la Santé, tout le monde participe à ces travaux sur la réingénierie. Je suppose que vous attendez aussi beaucoup de cette mise en perspective à la rentrée 2026, avec un nouveau programme qui va coller aux nouvelles missions que va donner la loi et les nouvelles compétences. Donc c'est aussi un cercle vertueux où il va y avoir une corrélation entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain et peut-être ce qui se passera après-demain, avec une attractivité boostée au-delà du simple fait que, par exemple, aujourd'hui, le ministère aussi de la Santé a fait une grande campagne sur l'attractivité des métiers de santé. Cette campagne, c'est une campagne grand public, on va dire, avec cette belle valorisation des métiers du soin, des gens très engagés, très souriants, etc. Mais est-ce que ça suffit? Question difficile. Je crois que améliorer l'attractivité, on a parlé des conditions de travail, on a parlé de la qualité de la formation. Le système de santé et la question qu'on se pose sur cette attractivité des métiers de la santé, c'est un symptôme de ce qui est devenu notre société actuellement. Parce que si on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres secteurs, on a... quand on parle par exemple des médecins, on a une problématique de déserts médicaux. Les jeunes médecins qui sortent de leur formation ne font pas forcément de la médecine.
immédiatement. Médecins généralistes, il y a une fuite aussi des médecins généralistes vers d'autres secteurs que de l'activité pour lequel ils viennent d'être formés pendant 10 ou 11 ans. Les jeunes infirmiers peuvent hésiter aussi à aller directement prendre un poste et vont s'orienter vers d'autres études ou des cursus complémentaires. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que le métier d'infirmier, comme les autres métiers actuellement, souffre un peu, je dirais, d'un mal-être général de cette société en termes de violence, en termes de recherche de sens, en termes de reconnaissance. Donc, on a à travailler sur ces sujets. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'ordre infirmier. On travaille sur les différents domaines de la qualité de vie au travail, de la reconnaissance professionnelle, de la protection des professionnels. C'est vraiment tout ce travail qui va être conduit, qui petit à petit peut-être arrivera à améliorer l'attractivité. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait dire que les réformes structurelles, on vient d'en parler, adapter la formation aux réalités du terrain, réformer la profession par la loi, améliorer les conditions de travail et la rémunération, bien évidemment. Suffiront-elles à booster l'engagement des professionnels? Il faudra peut-être de nouvelles études de l'adresse pour savoir dans quelques années ce qu'il va en être. Peut-être un petit mot de chacun pour conclure, avec des perspectives, on les voudrait positives? Oui, moi de mon côté, c'est sûr qu'on a, c'est une profession qui attire beaucoup notre attention, hein, infirmier. Je pense que ça se voit dans les travaux que l'on publie. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas parlé, hein, mais également sur les parcours professionnels, le temps passé à l'hôpital, les réorientations professionnelles. On fait beaucoup de choses sur cette profession, encore une fois, parce qu'on l'a dit, elle est vraiment au cœur de notre système de santé, des soins de premier recours de la population, du fonctionnement des hôpitaux. Voilà, donc nous, on va continuer à suivre, à observer, à mesurer ce qui se passe sur toutes les différentes dimensions dont on a parlé, la formation, etc. Et puis, on verra progressivement si les choses mises en place influent et si, on l'espère, nos projections s'avèreront fausses. Parce que je crois que les chiffres pour la rentrée 2025-2026 ne sont pas parus encore. C'est avril généralement pour les quotas? Alors, c'est prévu que ça augmente encore. Oui, donc c'est ça, ça va augmenter encore. Hein. Au vu des annonces qui ont été faites, c'est en lien avec les accords du Ségur de la Santé en 2020, qui prévoyaient pendant 5 ans cette augmentation des quotas. C'est la dernière année normalement. Le problème, c'est que là, c'est plus possible. C'est-à-dire que il n'y a plus de possibilité. Le système ne peut pas accueillir ces quotas-là et ça devient réellement dangereux, autant pour les étudiants que pour la profession et pour le système de santé. Au vu de l'importance de la profession infirmière dans le système de santé, on ne peut pas se permettre de continuer à dégrader les conditions de formation et continuer à maltraiter les étudiants parce que c'est à là qu'on en vient. Donc moi, je dirais comme mot de conclusion, il faut surtout agir sur la sécurisation des parcours, maintenir les étudiants qui sont entrés dans la formation, les maintenir en formation. C'est des personnes qui se sont engagées à un moment pour vouloir s'investir dans le système de santé. Donc il faut croire en leur volonté de vouloir changer les choses, de vouloir s'investir, les écouter et réaliser un réel accompagnement de proximité pour ces étudiants et leur donner la parole. Sylvaine, le mot de la fin? Alors, un mot de la fin un tout petit peu plus optimiste peut-être que celui d'Ilona, parce que j'ai l'expérience et j'ai vu les cycles de pénurie de professionnels. Je suis dans le système de santé depuis les fins des années 70, donc je pense que j'ai un petit peu de recul sur la situation. Je crois que tel que le système actuel de formation et d'engagement et d'orientation des jeunes au démarrage de leurs études, il est perfectible. Et que je crois qu'on a amélioré l'information des jeunes sur ce que va être cette profession. Et je crois qu'il faut quand même si c'est un peu décourageant effectivement qu'on perde en route un certain nombre d'étudiants, je crois que le droit à l'erreur et à la réorientation est extrêmement important. Il y a une marge entre la représentation qu'on se fait d'un métier au départ et de ce qu'il est réellement
ensuite, une fois qu'on est arrivé sur le terrain et qu'on est confronté à la maladie, à la déchéance physique et à la mort éventuellement. Donc je crois que c'est nécessaire que les étudiants puissent dire « non, ça n'est pas fait pour moi et je dois faire autre chose ». Et le deuxième point d'optimisme que moi je garde en vue, c'est que s'il y a actuellement une crise plutôt hospitalière du recrutement et de la présence des infirmiers, d'une façon globale, nous avons une profession qui est extrêmement riche avec une variété d'exercices infinie. On a essayé pendant ces 2 jours de recueillir des témoignages d'infirmières qui viennent de tous les horizons professionnels. Et ça, je crois que ça, c'est un point que nos jeunes ont bien compris, c'est que même si on ne reste pas très longtemps à l'hôpital parce que ça ne correspond pas à ses aspirations ou à sa manière d'envisager son métier, il y a tellement d'opportunités professionnelles pour les infirmiers et les infirmières dans tous les secteurs du système de santé, voire du système professionnel en général, qu'il y a quand même matière à s'engager et à poursuivre et à se dire que c'est un métier d'avenir, d'autant plus que la recherche se développe, la science infirmière se développe et les secteurs d'intervention des infirmiers sont multiples, donc chacun doit pouvoir y trouver sa voie, je crois. C'est vrai, on va retenir le mot engagement. Je crois qu'il y en a un qui l'a dit, historiquement, engagez-vous, vous verrez du pays. C'est vrai que les infirmiers peuvent voir énormément de paysages différents tout au long de leur carrière, en tous les cas, si ils ont la possibilité d'y rester et de s'y épanouir surtout. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les 3 et on espère que l'année prochaine, sur une table ronde identique, on aura des choses un petit peu plus positives à dire, en tous les cas, qu'il y aura eu des significatives avancées. Merci beaucoup. Merci.